Je suis David Assimadi. Lavez-vous régulièrement les mains avec un produit nettoyant à base d'alcool ou à l'eau et au savon. Le fait de se toucher le visage après avoir touché des surfaces contaminées ou des personnes malades est l'un des modes de transmission du virus. En se lavant les mains, on peut réduire le risque. Ceci est un message du groupe Média Pyramide dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus, le Covid-19. Le week-end, c'est toujours chaud sur Pyramide FM. Sport en direct, DJ en live et invité politique. 105.5 FM. C'est ici que ça se passe. Des 12 de Pierrot Atubé sur 105.5. Pegasus, espionnage, des termes nouveaux arrivent au Togo. Habitués à tourner puis à retourner, démocratie ou alternance dans tous les sens, les Togolais vont pouvoir enrichir leur vocabulaire quotidien. Depuis le début de la semaine, ils parlent de Pegasus venu d'Israël ou encore d'espionnage, généralement attribué aux grandes puissances. Le Togo serait-il devenu une grande puissance à l'insu de ses populations? L'espionnage aurait-il remplacé les habituelles répressions ou violences politiques? Le week-end dernier, le pays avait flirté à nouveau avec ces violences puisque le débat sur les miliciens en politique avait refait jour. Heureusement qu'à ce jour, ni acteurs politiques ni religieux ne se sont plaints. Mais en parlant de plaintes, celle portée par les Adiakli reste pendante à la justice. L'audience n'aura plus lieu le 12 août. Elle a été reportée au 19. Qu'est-ce qui peut expliquer ce décalage? Le 19 sera-t-il le bon et pour les juges, les plaignants, les accusés et le contribuable togolais? Un observateur lâchait récemment que le contribuable togolais est quotidiennement pressé tel un citron ou une orange. N'a-t-il pas raison quand, dans le même temps, ou presque, une étude de l'INSEED confirme une forte présence de la corruption au Togo? À quoi servent en vérité les milliards ou les dizaines de milliards de CFA que se permettent de détourner certains Togolais? Comment comprendre que le pays soit contraint dans le même temps à faire des emprunts ou à se faire aider pour satisfaire ses besoins? Parmi ces besoins, les équipements des centres de soins. Les hommes en blouse blanche brandissent une menace de grève à partir de la semaine prochaine. Le Saint-Fort finira-t-il par s'associer au mouvement? En attendant, on peut se réjouir que l'autre secteur, marchant de pair avec celui de la santé, le secteur de l'éducation, réussit à finir son année en organisant les examens. Les épreuves de 2020 resteront dans l'histoire puisqu'elles se déroulent en pleine vacances. Vacances, moment de repos et des essais. Ces essais ont même commencé dans les écoles avant qu'elles ne finissent par fermer leurs portes. Vidéos porno dans les salles de classe, actes sexuels entre enseignants et élèves et puis grossesse. Les ébats sont depuis suivis de débats au départ de la préfecture de AO. Grossesse en milieu scolaire. Voilà le principal grief porté par l'opinion publique. Le Togo doit-il réveiller une vieille loi dite du 10 mars qui condamnait tout enseignant ayant confondu ses propres élèves à ses maîtresses? Les Togolais doivent-ils finalement manifester pour sauver leur école? On sait que quand les Togolais manifestent, c'est généralement pour plus de démocratie dans le pays, pour plus de réformes et contre la mise à zéro du compteur posté au bout du mandat présidentiel. Plusieurs pays font désormais les mêmes expériences. En Guinée ou en Côte d'Ivoire, Alpha Condé et Alassane Ouattara se positionnent pour un troisième mandat, compter un premier mandat selon ses partisans. Le Togo n'a-t-il pas suffisamment inspiré dans la sous-région? Par ailleurs, au Bénin, plusieurs communautés n'hésitent pas à monter au créneau avec la célèbre formule d'une certaine époque au Togo. Nous, population de supplions son excellence à être candidat. Bienvenue au D12. Merci de nous pégasuser sur 105.5. Le D12 accueille les responsables de la nouvelle entité politique au Togo, Dimon, Oré et Ouro Dikba Tiatibi. Chers invités, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. Le 2-12, c'est au 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70 avec une mise en onde de 26 Slas. Boga Kudoyo, Urodika Tchatibi, c'est la première fois que vous venez au D12, c'est la première fois que moi je vous rencontre de si près.
Je vous ai découvert en 2017 autour des manifestations du PNP. Dans quel état êtes-vous aujourd'hui, puisqu'on sait qu'à l'époque, vous portez une certaine revendication, des revendications qui n'ont pas finalement abouti. Dans quel état êtes-vous aujourd'hui? Merci beaucoup de nous recevoir ici et je profite de l'occasion pour saluer et remercier toutes les auditrices et tous les auditeurs de Pyramide FM. Dans quel état d'esprit je suis à l'instant où nous sommes? Oui, je suis serein. Je suis serein dans la mesure où, lorsqu'on pourchasse un animal en tant que chasseur, tant qu'on n'a pas encore fini, de rattraper l'animal, on ne se lasse pas. Raison pour laquelle je suis serein et je suis disponible, je suis debout. Vous êtes serein, c'est vrai, mais quand on regarde l'histoire politique du Togo, il y a un certain nombre d'acteurs qui vous avaient dévancé depuis les années 90. Ils étaient déjà sur ce terrain et ils ont porté un certain nombre de revendications qui, elles aussi, globalement, n'ont pas abouti. Est-ce qu'on n'a pas une teinte de découragement quelque part? Le découragement n'est pas africain, le découragement n'est pas togolais. Certes, nous sommes sur la 3e génération de la lutte togolaise pour la libération du peuple, puisque depuis 1990, il y a eu une première génération, ça en a suivi une seconde, et aujourd'hui une 3e émerge. Et au-delà de tout cela, l'attente du peuple reste toujours la même, c'est-à-dire le changement se fait encore attendre. Est-ce que c'est à cause de cela qu'on doit s'enlacer, dire qu'on n'est plus en forme de combattre, hein? C'est engagé pour réussir. Tant qu'on n'a pas encore abouti, on doit avoir le moral haut, et je l'ai. Bien, merci. Dimoré, je rappelle que vous êtes un ancien ministre et voilà, il a le moral toujours haut, décidé à continuer. Il est même serein. Est-ce que c'est le même état d'esprit chez vous également? Monsieur Atioué, Pierrot, merci beaucoup. Vraiment, c'est une grande opportunité pour cette mi-journée de nous adresser une fois encore à nos compatriotes, particulièrement à la population de Lomé. Bon, comme vous le constatez, Dimoré est toujours égal à lui-même, malgré les tempêtes et tout, nous tenons bon. Et donc, il n'y a même pas de raison pour vaciller. Et puis, par rapport à notre conviction, par rapport à notre génération, nous ne pouvons pas encore dire que nous sommes déjà fatigués de continuer le combat aux côtés du peuple togolais. Plutôt le contraire, c'est maintenant que nous devons nous retrousser les manches pour faire avancer et faire aboutir rapidement la lutte du peuple. Et quand vous évoquez le peuple togolais, ce peuple togolais se pose des questions parce que quand il regarde un peu à côté, dans les autres pays, ce peuple-là constate que les revendications portées notamment par ceux qui le représentent ou ceux qui sont devant la lutte, ces revendications apportent des fruits. Mais au Togo, et ça fait une trentaine d'années, à un moment donné, le peuple lui-même commence à se poser des questions, notamment sur ceux-là qui le représentent ou qui sont devant la lutte. Oui, c'est une question de temps. Le temps finit par s'imposer à tout le monde. Voilà. Et donc, dès que le temps, par rapport à la libération du peuple togolais, va sonner, personne ne pourra résister. Voilà. C'est ce que je pourrais dire en résumé à ce niveau. Quand vous évoquez le temps, à un moment donné, autour de 2017, je m'adresse là à Ouro Di Patatipi, autour de 2017, beaucoup avaient cru que ce temps-là était venu. Et au final, le régime a pris, comme on le dit, le poil de la bête. Le régime est devenu beaucoup plus fort, puisque par la suite, les élections qui ont suivi, le régime les a toutes gagnées, et haut la main, carrément, on peut dire. Est-ce que là, on n'est pas parti pour avoir l'alternance, peut-être dans une cinquantaine d'années? Oui, apparemment, l'homme peut penser comme ça, comme quoi il y a de cela des lustres,
La lutte a été engagée. Aujourd'hui, les résultats se font attendre. Et que, comme la question a été posée, est-ce que ce peuple-là est en droit d'espérer? Oui, moi je dis que oui, parce que c'est Mandela qui dit que le grand homme, pour le grand homme, ce n'est pas de ne pas tomber, mais c'est de pouvoir se relever à chaque fois que l'on tombe. Donc aujourd'hui, si hier, les facteurs de réussite ont manqué à notre lutte, c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train de constater l'échec, parce qu'il faut le constater. Ça fait 30 ans environ, la lutte est menée, il n'y a rien qui se pointe à l'horizon. Nous voulons l'alternance, nous voulons le changement démocratique. Rien de tout cela ne se fait sentir. Oui, on peut se dire que nous sommes dans une situation d'échec, mais certains échecs sont annonciateurs de la victoire. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, moi je ne pense pas que la victoire du peuple peut s'estimer dans 50 ans, dans 30 ans. Moi, je suis en train de constater que même en l'an 2020, dans l'année dans laquelle nous sommes, le résultat escompté par le peuple peut se faire sentir. Nous pouvons avoir la porte de sortie dans cette année, si et seulement si nous prenons toutes les mesures qui s'imposent. Quand vous évoquez les mesures, sans doute que vous faites allusion aussi aux facteurs. Vous avez parlé des facteurs qui n'ont pas permis jusqu'à ce moment à ce que la lutte que vous portez puisse se solder par une victoire. Et parmi les facteurs, lesquels minent finalement cette opposition? Oui, ça se fait. Qui la fragilise? Et ça se fait voir. Ce n'est pas moi qui dois le constater. Nous le constatons tous. Dans une lutte, on a besoin d'une certaine harmonie. On a besoin d'une certaine concorde. On a besoin d'une certaine entente. On a besoin d'une certaine liaison. On a besoin d'une certaine structuration. On a besoin beaucoup de facteurs. Mais lorsque l'on constate l'opposition telle que nous l'annonçons, et dans une même sensibilité, dans un même camp, les éléments d'un même camp arrivent à abandonner l'adversaire, mettre l'adversaire de côté. Et entre eux, c'est peau de banane, c'est bâton dans les roues, c'est le coup bas, c'est croquant en jambe, c'est torpillage. Et ça, là, ce n'est pas moi qui le constate. Et ça, là, ce n'est pas moi aussi qui le dis. Nous le constatons tous, que c'est le propre de l'opposition togolaise. L'adversaire est là, et entre les éléments d'un même camp, c'est la bataille, c'est la guerre fratricide, la guerre fratricide, comme je le disais. Donc, à partir de cet instant, on ne peut pas se prévaloir, on ne peut pas espérer avoir d'autres résultats, si ce n'est ce que nous sommes en train de constater. Raison pour laquelle nous nous sommes mis debout pour changer la donne. Non, mais en fait, quand vous vous êtes mis debout, et ça aussi c'est une des curiosités ces dernières années, ou ces derniers mois, on connaît plutôt Dimoré, il a toujours fait cavalier seul. Qu'est-ce qui vous a décidé finalement à vous joindre à Urodi Patatipi? Merci beaucoup. Et vous savez, c'est une question aussi de génération. Ça, je passe sur ce principe. Et une question de conviction. Et une question de persévérance. Vous savez, nous ne faisons pas cavalier seul. Mon aîné vient d'annoncer un aspect, ou bien les facteurs d'échec au sein de l'opposition. Et ayant grandi au sein de cette opposition, ayant tiré leçon de tous les errements, alors j'ai préféré maintenir ma conviction, espérant que le temps finisse par s'imposer. Et c'est ça, le temps est là. Et M. Rodipa, qui également est un compatriote très engagé, vous savez, le hasard n'existe pas. Et il y a eu concordance en termes d'approche par rapport à la vision qui devra sauver notre pays, le Togo. C'est pour ça que nous sommes deux. Maintenant, je voudrais aborder le fond de la question
de division au sein de l'opposition, c'est sur cela. Même, monsieur le directeur, vous pouvez constater, dans tout l'espace francophone en Afrique, il n'y a aucune démocratie qui a réussi et qui tient. Il y a des façades de démocratie. Bénin, Sénégal, c'est un peu des façades. Le reste, c'est dans la merde. À cause de la France-Afrique. La solution, la cause des errements au sein de l'opposition togolaise, c'est la France-Afrique. C'est la France-Afrique qui a installé le système de Gnassingbé. C'est la même France-Afrique qui manipule les opposants. C'est tout. Est-ce que cette France-Afrique vous manipule, vous aussi? Mais elle a tenté, elle n'a pas pu. Mais moi, je sais de quoi je parle. Oui, mais en fait, si elle a tenté, elle n'a pas pu, pourquoi est-ce qu'elle arrive à manipuler les autres? Hein? Parce que les autres sont dans les réseaux mafieux de la France-Afrique. Si je ne suis pas dans le réseau, vous ne pouvez pas vous imposer à moi. Mais vous, dès que vous vous faites enrôler, c'est fini. Vous recevez des instructions, vous agissez. Et donc, les problèmes d'ordre partisan au sein de l'opposition sont liés à ça. On les utilise comme des calebasses à la surface de l'eau, que le vent transporte, se cogne, et se casse et se disparaissent. C'est comme ça que la France-Afrique utilise les élites dans nos pays, territoires francophones. Mais Côte d'Ivoire, Guinée, vous avez cité tous tantôt la Côte d'Ivoire de Alassane Ouattara, de Alpha Condé, Guinée, tout. C'est la même France-Afrique. Vous comprenez? Ça voudrait dire quoi? Le cas de la Guinée. Non, mais en fait, on reviendra sur ces cas-là. Mais en fait, quand vous évoquez la France-Afrique et quand vous évoquez les espaces francophones, quand même, je crois qu'il faudrait relativiser. Et si vous prenez ces pays-là, la plupart ont connu au moins l'alternance, même si vous parlez de démocratie de façade, ce qui n'est pas le cas au Togo. Oui, tout simplement, le Togo, c'est un foyer d'où partent toutes les machinations de la France-Afrique par rapport à l'espace CEDEAO. Espace CEDEAO francophone. Et donc, c'est un foyer où, vous savez, si vous arrivez à comprendre le secret des dieux, de ce qui se passe au Togo, c'est suffisamment grave. Mais vous le comprenez, vous? Bien sûr. Ok, on en parlera sans doute, mais en fait, ce qui intéresse les Togolais, c'est cette union, cet attelage avec Ourodikba Tatipi qui dénonçait il y a quelques instants les difficultés au sein de l'opposition du Togo, la duplicité, la guerre de leadership, les pots de banane. Mais vous-même, on vous avait découvert autour de Tipi Kadam. Et les Togolais n'ont pas compris pourquoi est-ce que cet attelage aussi n'a pas duré. Qui vous dit qu'il y a un problème en la matière? Mais aujourd'hui, vous n'êtes plus au PNP. Oui, je ne suis pas au PNP. Oui, mais ça veut dire qu'il y a problème. On ne s'était pas engagé pour PNP, on s'était engagé pour le Togo. Donc, il n'y a pas de problème en la matière. Non, pour les Togolais, il y a problème, puisque ce que vous dénoncez, les difficultés que les leaders portent ensemble la lutte, et ce que vous dénoncez là, quand on regarde ce qui s'est passé entre vous, le PNP et Tipi Kadam, on se dit que voilà un exemple type. Rien ne se passe entre nous. Non, mais vous n'êtes plus au PNP, ça veut dire qu'il y a un problème. Oui, lorsqu'on rentre dans une relation de mariage, ce n'est pas des cordes que l'on attache entre des individus. On peut adhérer aujourd'hui. Il y a les statuts. Dans les statuts, tout est prévu. On peut adhérer, on peut démissionner, on peut être exclu. Donc ça ne fait que rentrer pour vous, le PNP, c'est le passé. Pour moi, le PNP, c'est un parti. Non, mais en fait, pour vous personnellement, parce qu'on vous a découvert au PNP, ça veut dire qu'aujourd'hui, pour vous, cette page-là est tournée. Par rapport à moi. Oui, par rapport à vous. Oui, moi je suis exclu du parti. Ouais. Donc, lorsque vous parlez du PNP, vous ne pouvez pas parler de M. Ourodikba Tatipi. Ouais. Ça, c'est clair, non? Oui, c'est clair. C'est-à-dire qu'après votre exclusion, quand même, on a eu toute cette actualité liée à vous et à toutes ces révélations émanant de vous. Peut-être que vous aurez l'occasion de dire que vous ne vous reconnaissez pas, peut-être dans tout ce qui a été dit, notamment sur la situation de
Tchatam qui se trouverait en Guinée et qui travaillerait pour le groupe Bolloré. Est-ce que c'est des situations qui honorent notre pays? Vous annoncez une histoire qui n'est pas une histoire à relater ici, dans la mesure où nous sommes dans un pays qui se cherche. Et ça fait 30 ans aujourd'hui que le Togolais attend l'alternative. Ce n'est même plus l'alternance. Parce qu'en parler en termes de l'alternance, c'est relatif. Une alternance peut être négative. Elle peut même être pire que la situation qu'on veut quitter. Donc c'est pour cela qu'il ne faut pas. Ce n'est pas bien de parler de l'alternance, mais c'est mieux de parler de l'alternative. Au Togo, nous avons besoin de l'alternative que de l'alternance. Donc, sur ce fait-là, je ne pense pas qu'il peut y avoir un problème entre deux individus. Lorsque deux individus ont un problème, ça ne doit pas être classé dans des affaires à discuter sur le plan national, dans la mesure où il y a des dossiers. Non, mais vous êtes des personnalités publiques, puisque oui. Quand on évoque Ouro Patatipi, quand on évoque Tipi Tchatam, quand même, c'est des personnalités qui, à un moment donné, ont écrit l'histoire de notre pays. Donc, il est de bon ton quand même que les Togolais puissent savoir ce qui se passe. Vous avez dénoncé les pots de banane. Vous avez dénoncé les pots de banane, vous avez dénoncé même la guerre de leadership. Et on a l'impression, peut-être que les Togolais peuvent se tromper, on a l'impression que c'est ce qui vous oppose. De quoi j'ai parlé est une règle, mais il n'y a jamais de règle sans exception. Parlant de Tchadam et de moi, c'est parler d'un oncle et son neveu. Donc c'est une histoire de famille qui n'engage personne. Ça n'engage personne. Donc les Togolais n'ont pas forcément le droit de savoir. Il dit c'est une affaire qui se situe entre un oncle, moi, et le neveu Tchadam. Je pose la question parce que je ne sais pas si le ministre Dimoré, c'est votre oncle et votre cousin. Parce que s'il arrive que vous avez des difficultés avec un membre de votre famille, je ne sais pas comment demain sera fait avec quelqu'un qui n'est pas de votre famille. C'est pourquoi je pose la question. Est-ce que vous êtes rassuré, Dimoré? Par rapport à quoi? Par rapport à quelqu'un qui quitte Tipi Tchadam et qui se retrouve avec vous. Vous savez, ce n'est pas une question de personnalité. Et c'est ça aussi. Et l'égocentrisme, la mégalomanie sont des facteurs qui ont eu à caractériser les acteurs politiques de l'opposition. Or, ce qui doit nous intéresser ou doit nous diviser, c'est une question de conviction, question de vision par rapport à l'intérêt général. Mais il n'y a pas de division en termes de vision par rapport à l'intérêt général et c'est des conflits interpersonnels. On ne va pas badiner avec la vie de tout un peuple dans des conflits interpersonnels. Mais Dimoré dit, avec sa formation politique depuis 2014, pour régler le problème de notre pays, passons à une étape de transition. Ça, c'est une vision, c'est une proposition concrète. S'il devait avoir division, que ça soit par rapport à cette vision, et non pas parce que c'est la tête de X ou la tête de Y. Ce n'est pas ça le problème. Vous voyez? Et donc, maintenant, il y a une concordance des esprits dans ce sens. D'autres forces partagent cette vision. Et c'est ça l'essentiel. Mais que c'est Kodjo, c'est Yawa, ils se mordent les nœuds ou pas, ça n'intéresse pas les Togolais. Mais la vision. Quel leader porte telle vision et que cette vision pourrait arranger l'intérêt général? C'est tout. Ce que vous appelez les visions, je crois que presque tous les Togolais ou tous les leaders qui se sont succédés au sein de l'opposition depuis les années 90, ils vous diront la même chose. Ils veulent que le Togo change, ils veulent que ce pays puisse avancer. Vous êtes restés deux, mais à un moment donné, on vous avait retrouvé à trois, parce que pour la toute première fois que vous êtes adressé aux Togolais, sans avoir créé sans doute votre creuset, il y avait à vos côtés Nathalie Olympio. Aujourd'hui, vous êtes restés deux. Est-ce que on peut savoir ce qui s'est passé entre-temps? Ou non, il n'y a pas de... Vous savez, il ne faut pas... Il venait de le dire tantôt, il ne faut pas traîner sur les petites considérations. Conviction, vision, intérêt général, c'est ça. Avec M. Olympio Nathaniel, nous nous étions retrouvés juste pour une conférence de presse et attirer l'attention
des participationnistes que c'est mauvais. Ne vous engagez pas pour une énième fois, 7e parodie d'élection présidentielle, c'est mauvais. Arrêtez ça. Laissez-le tout seul. C'est ce que nous avions fait à 3. Et puis par après, nous deux, nous avons dit, il faut avancer rapidement, il faut aller plus loin que ça. Et nous avons créé le Creuset. Il y a d'autres forces qui sont avec nous, qui ne s'affichent pas pour le moment. Donc, on sera ensemble, même avec M. Nathaniel Olembe, avec d'autres. Mais attention, nous avions bien précisé dans le contenu de notre déclaration liminaire, pas des gens qui sont sous influence des réseaux mafieux. Quand vous dites que vous serez encore ensemble, dans certains milieux, on doit commencer par sourire parce que être ensemble au Togo, notamment au sein de l'opposition, on sait globalement les résultats. Vous serez ensemble avec qui? Et qui n'ont jamais fait d'autres regroupements avant? Nous serons ensemble avec ceux qui ne sont pas sous influence des réseaux. Nous les connaissons. On se connaît. Voilà. Il n'y a pas un opposant togolais ou une personnalité politique togolaise qui ne connaît pas Djimoré, que Djimoré ne connaît pas. Est-ce que vous pensez que sans les réseaux, vous aurez des résultats? Et avec les réseaux, on a quel résultat? Dans certains pays, les réseaux ont permis d'avoir des résultats. C'est faux. Voilà. Je vais vous donner des exemples. C'est l'amalgame là que le président Gbagbo a fait. Et aujourd'hui, cet amalgame a coûté toute la souffrance à lui et à son peuple. Mais un nationaliste comme Gbagbo, à l'époque, ne pouvait pas compter sur l'appartenance de son parti à l'international socialisme pour arriver au pouvoir. Or, il a fait. Mais, et le revers de la médaille, il a encaissé les coups. Or, c'est quelqu'un, un patriote et un panafricaniste engagé et tout, mais qui a profité des réseaux et des partis socialistes. À l'époque, c'était le premier ministre Jospin qui était à la tête du gouvernement. Ils l'ont aidé. Mais par la suite, c'est ça. Et par la suite, il ne voudrait pas terminer ses engagements qu'il avait pris. Ouattara est arrivé. Vous savez les conditions dans lesquelles Ouattara est arrivé. C'est grâce au réseau. Ça, ce n'est pas le peuple. Mais quel est le résultat? C'est le gouffre qui s'annonce encore. Mais Alpha Condé est arrivé au pouvoir en Guinée, grâce au réseau. C'est ça qui étonne. Alpha Condé, c'est un des éléments de la France-Afrique. Alors, il arrive au pouvoir, ça ne change absolument rien. Voyez-vous? Donc, le cas du Togo n'est pas atypique. C'est que les élites, la France a réussi à tel enseigne que la situation est comparable au schéma suivant. À l'époque où les négriers descendaient, ils avaient trouvé des rois complices. Ce ne sont pas les négriers qui rentraient à l'intérieur du continent africain à l'époque pour organiser la razzia ou les razzias. C'était des chefs complices qui les aidaient à ce que la traite négrière se réalise. Au moment de la colonisation, c'est pareil. Maintenant, le néocolonialisme qui se poursuit, c'est les élites. Ce ne sont pas les têtes intelligentes qui manquent pour nos pays. Mais c'est ces élites qui ont accepté de se faire enrôler dans ces réseaux mafieux qui sont utilisés contre les peuples respectifs. C'est à ce niveau du débat. Maintenant, quelles sont ces personnalités? Quelles sont ces élites dans nos pays qui sont capables, courageuses, de dire non à ces réseaux? Je peux citer l'exemple du président Nicéphore Soglo. Mais les réseaux l'ont balayé après un seul mandat. Je peux citer l'exemple du président Alpha Omar Konaré. Voilà des personnalités qui ont essayé de tenir quelque chose. Sinon, tout le reste, tous les présidents dans l'espace francophone, à part les deux là, de 90 à nos jours, c'est les réseaux. Mais maintenant, quand vous prenez le cas du Togo, qui vous comparez par exemple à Nicéphore Soglo ou à Alpha Konaré sur l'échiquier togolais, qui éventuellement peut donner espoir de résultats à l'opinion publique togolaise? Djimoré par exemple? Nous sommes en train de former la pépinière. Et nous en appelons à la prise de conscience de la présente génération. Vous, même vous, les journalistes, se font enrôler dans ces réseaux. Des jeunes, pour avoir de l'emploi, avoir de la promotion, il faut se faire enrôler. Quand est-ce que... On s'enrôle où? Bon, alors, si vous voulez, après, vous cherchez, vous fouillez.
si vous voulez vous faire enrôler dans un cercle mafieux, ce n'est pas ici, ce n'est pas à moi de décrire cela. Mais je voudrais vous dire, notre mission fondamentale, ayez le courage d'attirer l'attention de la présente génération, de ne pas se faire enrôler dans les cercles mafieux pour être complice du colonialisme qui se poursuit, de l'esclavage qui se poursuit dans nos pays respectifs. En bref, quand on vous comprend, c'est que vous voulez qu'on ait un nouveau type d'Africain. Carrément. Bien, merci. Mettre fin. Bien, merci. Parlons maintenant du Creuset. Le Creuset, le nom, ça sonne un peu les années 70. On a parlé du RPT, on a parlé du Creuset national. Et pourquoi avoir pris cette terminologie, le Creuset? Qu'est-ce que ça signifie? Le Creuset national pour la transition, CNT. On dit l'union fait toujours la force. Quand vous rentrez, moi je suis infirmier, lorsque vous rentrez dans la brousse. Vous êtes infirmier? Je suis infirmier. Mais en fait, les gens disent que vous êtes allemand. Certains disent que vous êtes carrément allemand. Je suis allemand. Au niveau de l'allemand de l'Europe, il y a aussi des fermiers. Hein? Vous êtes infirmier allemand? Non, fermier togolais, mais citadin en Allemagne. Et lorsque vous rentrez dans la forêt, vous allez voir certains insectes qu'on appelle les termites. Le temps d'aller au champ revenu, vous allez retrouver qu'elles ont déjà fait leur termitière. Et ce n'est pas le travail ne se fait pas individuellement, c'est un travail collectif qu'ils font. Lorsque vous observez le travail des fourmis, le travail des termites, vous allez vous rendre compte que lorsqu'on dit l'union fait la force, c'est une réalité. Au Togo, nous avons besoin. Nous avons besoin de nous donner cette force, cette capacité d'union, de Sinkasi jusqu'à Nero, en passant par votre bureau ici. Et c'est dans cet esprit-là, c'est dans ce cadre-là que nous pouvons avoir la force nécessaire pour pouvoir mettre fin à la nuisance du régime en place. Parce que ça fait aujourd'hui plus de 50 ans. Nous sommes autour de 53 allant vers 60 ans aujourd'hui. La souffrance du peuple est crasse. Ça doit finir un jour. Et personne ne viendra d'ailleurs pour nous aider. Personne. Il n'y aura personne si ce n'est nous autres Togolais. Individuellement, si ça pouvait être possible, j'allais vous dire, allez vous reposer, je vais vous amener cette libération. Je vais vous amener cette liberté. Si c'était possible de le faire de façon individuelle. Raison pour laquelle nous avons pensé que le contraire de l'individualisme, c'est la collectivité. Et cette collectivité-là, c'est ça là que nous matérialisons par le Creuset, c'est-à-dire l'ensemble. Les objectifs, c'est finalement vous faites quoi? Les objectifs, c'est très simple. Nous voulons marquer, ce n'est pas Djimoré, ce n'est pas Tchatipi ou Rodjiba, mais que le peuple togolais arrive à se départir, arrive à se libérer du néocolonialisme. Rupture totale avec ce que la France-Afrique a installé. C'est très fort, ça n'a rien à voir avec histoire d'alternance, histoire d'améliorer les cadres électoraux, réforme, ça c'est des conneries. Alors, ce qui est essentiel, mettre fin au système néocolonial, c'est organiser des assises nationales. Alors, pour y arriver, il y a des chantiers qui doivent être ouverts. Et ces chantiers, nous les avons annoncés clairement. Mais l'objectif ultime du Creuset national, c'est la convocation des assises nationales à la base et non pas assises des élites manipulées ici et là. Ça ne règle aucun problème. Assises nationales à la base pour mettre en place les institutions de la transition après avoir fait élaborer cahier de charges. Voilà l'objectif ultime pour le Creuset. Et donc, il n'y a pas de doute. Et je crois que d'ici peu, le peuple y arrivera. Vous parlez de transition, ça fait des années que vous portez ce qui apparaît finalement comme un fardeau.
il n'y a pas très longtemps, un acteur de la société civile disait que la transition ne se décrète pas. Oui, j'ai appris cet acteur. Voilà, c'est un des manipulés de la France-Afrique. Voilà, et c'est triste que des grosses têtes comme ça se lèvent, racontent des conneries, tout simplement parce que on veut servir, parce que le maître a ordonné d'attaquer l'idée là, justement. Cette histoire de transition, ça gêne à un niveau plus élevé. Et on dit attention, ne laissez pas le passage à cette tendance, à cette vision de s'imposer. Mais ça va s'imposer. Et donc, ceux qui sont manœuvrés par la France-Afrique en disant que non, alors, nous qui parlons de transition, nous qui parlons de rupture totale avec la France-Afrique, nous ne sommes pas des naïfs pour croire que ça se décrète. Si ça se décrète, on allait écrire à celui qui devait signer le décret. Nous ne sommes pas des naïfs. Il n'appartient à personne qui n'a aucune vision pour le peuple de nous dire que ce que nous avons comme vision ne se décrète pas. Mais justement, ça ne se décrète pas. Vous n'êtes pas des naïfs, c'est vrai. Mais je ne sais pas s'il y a des exemples déjà sur le continent où, à un moment donné, une transition s'est imposée. Et une transition s'est invitée à ce niveau-là dans le débat politique. Est-ce que vous avez des exemples déjà sur le continent? Même s'il n'y a pas des exemples, nous pouvons aussi servir d'exemple. S'il n'y a pas des exemples sur le continent, nous pouvons aussi montrer l'exemple aux autres peuples. Et lorsqu'on parle de liberté, la liberté ne se donne pas gratuitement. Il faut se battre. Ça s'acquiert à partir d'un certain engagement, d'une certaine détermination, une certaine volonté. Aujourd'hui, le peuple togolais, c'est le seul au monde, je le disais la dernière fois, c'est le seul au monde qui a payé le prix de sa liberté sans pour autant l'avoir. Et en lui seul, il a payé le prix de tous les pays qui sont dans la quête de cette liberté dans leurs pays respectifs, réunis. Et aujourd'hui, cela se fait encore attendre. Et lorsqu'on ne prend pas des mesures draconiennes, on ne peut pas espérer l'avoir. Or, la situation est telle que nous avons besoin de cela de façon incessante. Il ne faut pas espérer 50 ans encore. Il ne faut pas espérer 30 ans encore. Il ne faut pas espérer ça dans 10 ans. Même dans un an, même c'est trop. Et là, nous sommes obligés, l'élite dans un pays a le devoir de montrer la voie. L'élite montre la voie. Dans notre déclaration, nous avons dit que nous ne sommes pas des rebelles. Nous ne sommes pas là en tant que rebelles. Nous ne sommes pas des messies, nous l'avons dit clairement. Mais nous sommes des engagés. Et nous voulons servir notre nation. Nous voulons faire en sorte que demain, le Togo aussi soit une référence dans la sous-région. C'est un droit le plus absolu. Non, mais quand vous voulez servir, c'est clair que ceux qui sont là aujourd'hui aussi, ils sont là pour servir, notamment le chef de l'État et tous ceux qui l'entourent. Mais la question aujourd'hui, quand on vous écoute avec les ambitions qui sont les vôtres, c'est de quels moyens disposez-vous pour pouvoir aboutir à ces ambitions-là? Le peuple. C'est la même réponse, hein? Vous savez, oui, justement, moi, cette question, je dis c'est une question biaisée. Vous m'en excusez. Quels moyens? Il vient de le dire dans notre déclaration, nous ne sommes pas des rebelles. Les moyens, on ne va pas les disposer de l'extérieur. C'est de l'intérieur ici. Et de l'intérieur, il n'y a que le peuple pour s'arracher sa liberté. Mais il faut que le peuple soit orienté. Le peuple soit guidé. Le peuple, c'est les moyens. C'est le peuple qui va s'auto-libérer. Mais nous avons l'obligation en tant qu'acteurs politiques éclairés qui ne sont pas sous influence extérieure, nous avons le devoir de dire au peuple, voilà la voie à suivre pour ta libération. Lève-toi. Et cette fois-ci, tu ne seras plus mené en bateau. Voilà le résultat. Mais je vous dis, tous ceux qui servent aujourd'hui dans nos pays, espace francophone, pour la plupart, c'est des ouvriers de la France-Afrique. Le problème, c'est trois choses. C'est la France,
c'est la franc-maçonnerie et c'est la monnaie franc CFA. C'est les trois problèmes qui organisent l'esclavage qui se poursuit aujourd'hui au Togo et ailleurs. Alors, comment est-ce que vous pouvez dire que vous êtes acteur politique et que vous combattez un système des dominateurs, des prédateurs, et en même temps vous êtes dans des cercles avec ces mêmes des dominateurs, en combattant le système qu'ils ont installé pour nous exploiter, pour nous dominer. Et c'est ce qu'ils font, et ils donnent des garanties, ce qu'on appelle la chimère de l'éternité au pouvoir, c'est ce qu'ils donnent comme garantie au régime que vous avez comme celui du Togo. Dans ces conditions, il faut être diamétralement opposé à des mesures de compromission et faire avancer le peuple vers la terre promise. Le peuple togolais, c'est clair que c'est un petit peuple, mais là, vous posez un problème qui va au-delà du peuple togolais, puisque vous vous attaquez à la France-Afrique. Est-ce que c'est finalement, est-ce que c'est pas utopique? Quand on vous écoute, vous vous attaquez à la France-Afrique, vous vous attaquez à la franc-maçonnerie, vous vous attaquez au franc CFA. Le peuple togolais, c'est moins de 7 millions ou 7 millions d'habitants. Et pour un problème qui concerne des dizaines, sinon des centaines de millions d'Africains. Merci beaucoup. Mon aîné vient de le dire. Et il faut que le peuple togolais montre l'exemple. Si le peuple togolais arrive à s'imposer et à dire non, et la France-Afrique plus bagage, et l'esclavage prend fin, et ça va inspirer d'autres peuples à le faire. Vous savez, si ce n'est pas la situation de cette histoire de France-Afrique, on ne serait pas en train de quitter nos territoires pour l'Occident et aller mourir dans l'océan, dans la mer Méditerranée. Combien d'Africains ne meurent-ils pas tous les jours dans des embarcations de fortune? Et c'est les mêmes prédateurs qui tiennent des régimes qui détruisent nos peuples, qui détruisent nos pays ici, et nous empêchent en même temps de ne pas rejoindre leur pays. Mais la Belgique vaut quoi en termes de nombre et en termes d'espace par rapport au Togo? Mais la Belgique, ce petit pays, a eu à faire soumettre et continue à utiliser le peuple de la RDC. Vous comprenez? Et donc, le Togo, les 7 millions, c'est déjà un nombre suffisant pour l'autolibération. Ce qui devait se passer, et on ne devait pas vivre cette situation aujourd'hui, c'est qu'on devait avoir à l'époque des courageux comme Sékou Touré, comme Lumumba, comme Sankara, et qui ont été Unyobe du Cameroun, qui ont été tous assassinés ou à la limite embrigadés. Et les autres sont des traîtres au profit des dominateurs. Et au jour d'aujourd'hui, le Togo, ce qui est pire encore, c'est que le Togo n'est pas seulement à la merci des dominateurs france-africains, mais il y a d'autres prédateurs aussi. Lesquels? Si vous ne le savez pas, non, moi je ne sais pas. Le partenariat avec la Chine, c'est nuisible. Le partenariat avec la Chine, c'est nuisible pour le Togo. Aujourd'hui, si la Chine décide, elle ferme votre aéroport là. Vous n'avez aucun mot à dire. C'est vrai qu'au-delà de la Chine, il y a d'autres pays. Il y a d'autres pays. Qui s'intéressent au continent africain. Mais la question que je pose, qui me taraude l'esprit, c'est votre ambition, elle est tellement grande, et vous faites référence à Sékou Touré, vous faites référence à Lumumba, et vous n'avez pas parlé de Sylvanus Olympio, mais vous parlez par exemple de Thomas Sankara. C'est des personnalités qui ont porté, c'est vrai, un idéal africain qui malheureusement a tourné coup. Est-ce que vous ne pensez pas que vous allez vous engouffrer dans les mêmes voies? Il y a un proverbe de chez nous qui dit que quelle que soit la nuisance d'un sorcier, il a toujours la dernière victime de sa prédation. Donc aujourd'hui, la liste est longue de tous nos, je ne veux pas dire nos martyrs, mais nos héros à travers l'Afrique qui se sont battus pour que l'Afrique se libère, mais qui sont tombés dans le piège des prédateurs.
Et que est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas craindre cela à nous autres? Non, nous avons l'espoir de pouvoir passer en étant en vie et en étant en forme pour servir non seulement notre pays, le Togo, mais en même temps l'Afrique tout entière. Vous vous adressez sans doute au peuple togolais, c'est pour le peuple togolais que vous dites vous vous battez, mais ce peuple-là est soit issu majoritairement unir, soit issu majoritairement un certain nombre de partis politiques déjà ancrés sur le terrain. Comment est-ce que vous arriverez, vous, à trouver votre place? Merci beaucoup. Non, aucun peuple ne suit uni. Vous avez parlé tantôt qu'après 2017, il y a eu des élections et le régime les a remportées haut les mains. Ça ne fait pas honte pour notre pays. Vous allez nous dire que 2018, là, ça a été une élection, élection législative, ça c'est élection. La nomination des individus qu'on envoie au Parlement, vous appelez ça élection. Communal, vous appelez ça élection. Justement, ce saupoudrage-là, il faut balayer tout cela. C'est pour ça que nous sommes engagés. UNIR n'a même pas 5% de la population togolaise. Pas même 5%. Tous ceux qui sont dans l'administration sont contraints d'être unis, mais ne le sont pas. Tous ceux qui sont les éléments des troupes, vous croyez qu'ils sont unis, ils ne le sont pas. Mais c'est la peur d'être viré, c'est la peur d'être tué, c'est la peur d'être embastillé qui fait que les gens sont obligés d'afficher l'appartenance apparente à un système aussi nuisible que la France-Afrique a installé. Maintenant, de l'autre côté, vous n'allez pas me dire que le problème est partisan. Le problème n'est pas partisan. Si le problème est partisan, on n'en serait pas ici. Parce que j'ai eu à faire mon militantisme au sein de l'UFC. L'une des formations les plus emblématiques dans un passé récent. Est-ce que c'est le résultat que ça a donné? Et donc, ce n'est pas un problème partisan. Et moi, Djimo Oré, je suis un homme, un acteur politique qui a sa troupe dans le pays. M. Rodikba est un acteur politique qui a sa troupe dans le pays. Mais c'est partisan, là. Mais non, j'en viens. Et ce n'est pas ça le problème. Si c'était ça le problème, mon parti se serait déjà engagé dans des élections passées pour dire, bon, comme ces partisans, nous voulons nous faire valoir, avoir quelques postes. On a refusé pour dire, arrêtons le désordre pour faire place à une vie normale dans notre pays. Donc, le problème n'est pas partisan de dire que tel parti a tel élément ou pas. Bien, merci. Nous venons de passer un peu plus de 45 minutes avec nos deux invités. C'est Orodikwa Tchatikwi et puis Djimo Oré. Ils sont les promoteurs du Creuset national pour la transition, CNT. CNT, en réalité, ça rappelle aussi un sigle d'un pays que je ne vais pas nommer ici. Et les numéros pour que vous participez à l'émission, c'est 87 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Le technicien Boga Koudouyo me signale que nous avons un premier auditeur. Allô, bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, vous êtes en direct, votre nom et puis la question. Monsieur Bosco. Oui, vous êtes... Juste pour féliciter monsieur Urotita. Monsieur Urotita, c'est un monsieur que les Togolais doivent respecter. Et moi, je suis en train de parler maintenant. J'ai été arrêté par SRI dans le cadre du PNP. Et tout ce que ce monsieur a fait, je suis sidéré, je suis abasourdi. Que quelle que soit la faute que M. Urotita a commise, Tipeee écrit sur papier et lui dit qu'il est viré du parti. Le monsieur, là, qui est dans ce studio, c'est un éclaireur. Il est soumis. Donc, moi, j'en appelle au peuple togolais à suivre sa voie. C'est quelqu'un qui est humble. Je ne le connais pas assez, mais j'ai fait le peine que j'ai fait, que je me dis que j'ai fait scric. Bien, merci. Monsieur, il a le cœur sous la main. Bien, merci. Bien, merci. Vous n'avez pas de question. Ma question est qu'il faille faire tout pour avoir des antennes, des relais
dans presque toutes les préfectures pour que ce message soit porté et connu par tout le Togo. Aujourd'hui, ça paraît difficile et impossible, mais avec le temps, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans maintenant, vous allez voir que le peuple va se soulever comme il le veut. Merci. Bien, merci, cher ami Bosco. Est-ce que vous avez une réaction? Oui. Je remercie sincèrement M. Bosco pour sa contribution et son encouragement. Ils sont des milliers de Togolais à travers le Togo à être dans le même esprit. Ils sont aussi des milliers aussi au niveau de la diaspora qui sont dans ce même état d'esprit. Raison pour laquelle je voudrais profiter de cette antenne, de cette occasion, pour remercier sincèrement tous nos compatriotes de Sinkassi jusqu'à nous. Et à travers l'Afrique, à travers l'Europe, à travers l'Occident, l'Amérique, Canada, tout, à travers le monde entier, ceux qui ont été de cœur, ceux qui, lorsque j'étais au niveau de SCRIC, ont prié pour moi, et qu'après cela, avec toutes les difficultés que j'ai eues, qui sont restées derrière moi, qui m'appellent et qui me soutiennent, je suis véritablement reconnaissant, et je leur demande de rester debout, parce que la victoire n'est plus loin. Bien, merci. Nous retournons au téléphone pour le deuxième auditeur. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, votre nom? Oui, c'est Félix. Félix. Oui. Oui, allez-y. Oui, je salue M. Kouroudipa Katiki et M. Dimoré. Donc, j'aimerais poser une question à M. Dimoré, parce qu'il a été un ministre de la communication dans ce pays. Donc, il voulait me faire savoir qu'il a fait partie du réseau. Auparavant, il a fait partie du réseau. C'est ma question. Et à M. Kouroudipa Katiki, je dirais que le néocolonialisme a emballé toute l'Afrique francophone. Donc, cette question doit être mise sur le plan international et national. Ce n'est pas seulement au Togo qu'on doit se soulever contre le néocolonialisme. Parce que nous voyons des chefs d'État africains comme M. Ouattara, comme M. Alpha Condé, qui sont des porte-parole de la France et qui rentrent dans nos pays n'importe quand ils veulent. Donc, j'en appelle à toute la conscience africaine, de se réveiller. Bien, merci Félix. Merci Félix. Oui. On a compris le fond de votre pensée. D'abord, votre première question, c'est pour le ministre Dimoré. Vous avez été ministre. Est-ce que vous étiez avec les réseaux ou pas? Mais, écoutez, mais la réponse est déjà, elle a été déjà donnée. Mais si je parle aujourd'hui des noms n'appartenant, des noms qui n'appartiennent pas au réseau, avec qui nous pouvons cheminer pour pouvoir mener la lutte jusqu'à son terme, c'est parce que je n'ai jamais été membre d'un réseau. Aucun réseau, mais je les connais. Je les connais. Non, vous avez été quand même dans le réseau UFC, sinon vous ne serez pas ministre. Non, UFC n'a pas été un réseau, un parti politique n'est pas réseau. Oui, mais en fait, ça dépend de comment vous comprenez le réseau. Non. Le réseau, c'est des organisations invisibles. Des réseaux obscurs, alors. Obscurs. Un parti politique n'est pas un réseau, mais il peut y avoir des cadres au sein d'un parti politique qui peuvent être membres des organisations obscures. Est-ce qu'à l'UFC, est-ce qu'il y en avait? Est-ce que c'est là le débat aujourd'hui? Non, mais en fait, c'est une question que je pose. Non, c'est pas là le débat. Non, mais en fait, c'est aussi une question. On peut se poser cette question. Ce qui est clair, c'est parce que il y a des appartenances au réseau, au sein de toutes les formations politiques qui ont existé, cette question d'appartenance qui a fait plomber la lutte. Bien, merci. Merci, nous allons à la deuxième question. C'est une question que je vous avais posée. La question du combat contre la France-Afrique. C'est un combat africain en réalité. C'est le sens de la question posée par l'auditeur Félix. Oui, je remercie Félix pour sa question très pertinente. Et je pense que à l'instant où nous sommes, lorsque les Maliens la dernière fois se sont levés
c'était une lutte de nous tous. Les Maliens, lorsqu'ils se soulevaient, les Togolais aussi avaient le droit de se soulever pour les soutenir. Lorsque en Côte d'Ivoire, la dernière fois, après l'annonce de la candidature pour le 3e mandat de Alassane Ouattara, le peuple ivoirien s'est soulevé. Les Togolais, les autres peuples à travers l'Afrique ont le droit, ont le devoir de se lever pour les soutenir. Si demain les Togolais ont besoin de prendre le chemin de la lutte pour sa libération, bien sûr que le Togolais doit occuper la première lutte, la première ligne de sa lutte, bien sûr. Mais l'Afrique, toute l'Afrique, a le devoir aussi d'être derrière pour soutenir. Donc, Félix a parfaitement raison. La lutte de libération du joug du colonialisme, du non-colonialisme, de l'esclavage, ce n'est pas une lutte individuelle au niveau des États. C'est une lutte collective, c'est une lutte panafricaine. Toute l'Afrique doit être debout. Je le remercie. La difficulté pour vous alors, est-ce que c'est justement ces frontières qui sont là et qui éventuellement vous empêchent et empêchent les idées qui sont les vôtres d'être écoutées, comprises et éventuellement expérimentées de la même façon en Mauritanie, au Sénégal, en Guinée, au Mali, au Cameroun. Et pour cela, par exemple, il faut passer par RFI et pour se faire écouter. Est-ce que déjà, ce n'est pas un handicap pour vous? Merci beaucoup. Comme vous l'aurez constaté, moi, je ne me suis jamais précipité à m'exprimer à travers les médias de propagande de la France-Afrique. Mais c'est quand j'ai été exclu de l'UFC, l'annonce de mon exclusion a été affichée par tous. En ce temps-là, pour la première fois et la dernière fois jusqu'à ce jour, que RFI m'a interviewé par rapport à mon exclusion et puis à BBC aussi. Je ne me précipite pas. Vous savez, il y a une formule selon laquelle, quand vous êtes acteur politique, il faut aller se faire valider à travers les médias des Occidentaux pour se faire accepter au sein de la scène internationale. C'est pour ce fait que la plupart de nos aînés font la cour aux médias, RFI, ceci. Ce n'est pas ça le problème, ce n'est pas là la solution. Nous n'avons pas besoin de passer par les médias de propagande de l'esclavage, de propagande du Est-ce que vous avez d'autres médias? Est-ce que nous avons d'autres médias? On n'a pas besoin d'avoir les médias internationaux avec nous avant de pouvoir faire notre révolution. En réalité... C'est un handicap, un détail. Donc, en réalité, c'est très simple. C'est très simple. Il s'agit d'avoir dans nos pays des leaderships sans influence. Et s'il y en a au Bénin, il y en a au Sénégal, en Côte d'Ivoire, Togo, ça n'est déjà. Et puis au Mali, par-ci, par-là. Eh bien, ce sont ces leaderships qui vont se mettre ensemble pour pouvoir déboussoler la France-Afrique. On n'a pas besoin d'aller crier à travers RFI pour pouvoir faire partir la France-Afrique au Togo. Si tel est le cas, elle ne partira jamais. Bien, merci. On va retourner au téléphone pour un troisième auditeur. Je rappelle également que j'ai des questions qui sont envoyées par les auditeurs et les amis qui nous regardent, notamment à travers Facebook. Nous allons vous soumettre ces questions dans un instant. Et le temps de retourner au téléphone avec l'ami qui est là, le troisième auditeur. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, votre nom. C'est M. Issa. Oui, Issa, vous êtes en direct, allez-y. Oui, bon, c'est pour remercier les leaders parce qu'en matière de la tenance pour Togo, nous, la population, nous sommes à la croisée des chemins. Parce que, à ce moment-ci, il y a des courageux qui ne savent pas mettre sur pied d'autres stratégies pour sauver la tenance qui sont les bienvenus. Je dirais aussi que parmi eux, il y a certains engagés en matière de la sensibilisation, mobilisation que nous connaissons depuis. Si vraiment ils décident de s'investir dans cette unité, je suis sûr que d'ici peu, nous allons récolter l'esprit. Issa, vous n'avez pas de question.
Bon, ce n'est pas question, c'est juste à construire. Ok, on a compris. Merci pour votre soutien aux invités qui sont là. Mais moi, j'ai des questions, notamment celle de Jean Baxton. La question est laissée sur notre page Facebook. Il dit bonsoir. Pyramide, j'aimerais que Dimon Auré m'explique comment la France manipule les leaders togolais. Est-ce que ça fait partie des enjeux majeurs d'expliquer comment est-ce que la France manipule les acteurs politiques togolais? Mais ce qu'il faut savoir, tous les dialogues qui ont eu lieu et qui ont échoué, c'est de la pure manipulation. C'est tout, c'est de la pure manipulation. Je vais donner un exemple précis, le cas du Congo-Brazzaville, entre l'ancien président Lissouba et puis Sassou Nguesso. Si vous lisez très bien, un Lissouba qui fut élu président à l'époque par le peuple, mais c'est les réseaux France-africains qui l'ont manipulé et l'ont fait enrôler pour l'assurer d'un règne de longévité. Et la même France-Afrique, en ce temps-là, préparait le retour de Sassou Nguesso. Et c'est des cadavres pour le Congo. Vous savez, Bénin à côté ici, pour faire renverser démocratiquement le président Soglo, c'était l'opposant Adrien Mbouedji, et qui fut manipulé au deuxième tour et soutenir le président Kérékou pour renverser Soglo, et après faire entorse même à leur procédure, le nommer Adrien Mbouedji comme vice-président, ou bien, alors que ça n'existait même pas dans leur constitution. Togo, d'une manière précise, je ne sais pas quel leader, les aînés avec lesquels nous avons fait, qui n'a pas été influencé. Et je peux donner son nom, que tel leader n'a pas été influencé à un moment donné. Non, mais quand vous parlez d'influence, c'est différent de manipulation. En réalité, il y a une nuance. Manipulation, influence, tout. Les dialogues avant, à l'ouverture des dialogues, ils sont appelés. Comment est-ce que le régime fonctionne? C'est le régime qui manipule. Ce n'est plus la France-Afrique. Mais le régime, c'est l'intermédiaire. C'est l'intermédiaire. Le grand patron, c'est la France-Afrique. Si nous trois, autour de cette table, nous menons une lutte digne de ce nom, quand la mayonnaise prend, qu'est-ce que le régime fait en provenance des institutions en provenance de la France-Afrique? C'est qu'on te colle. On te colle une personnalité qui te dit qu'il n'y a que toi qui est la solution, c'est toi que le régime voudrait pour le remplacer. C'est toi la bonne personne. J'en veux pour preuve. À l'époque de la transition qui avait démarré et qui n'avait pas abouti, le premier ministre Kofigo, depuis Paris, a déclaré qu'il était partisan d'une démocratie inclusive au moment où il y avait des élites ici au ACR qui parlaient de dissolution du RPT. Et puis après, on a dit non, M. Edem Kodjo, c'était lui l'homme de la France. C'est ce dont la France a besoin pour faire partie du régime. Et Edem Kodjo était devenu le bon disciple. C'était les Agboïbo qui étaient les mauvais, les méchants. Mais quand le tour d'Edem Kodjo est passé, Agboïbo était devenu le bon disciple. Et les Inévi, des bons disciples. En ce temps-là, Gilles Christ, c'est le criminel. C'est le radical. Quand lui aussi, il est devenu bon disciple. C'était Fabre, le radical. Fabre aussi, avalé par le truc, il est devenu bon disciple. C'est le tour d'Adjadam, le mauvais. Ainsi de suite. C'est comme ça que ça se passe. Il faut arrêter cette mascarade-là. Mais en fait, tout ce que vous citez là, c'est quand même des adultes. Et vous croyez que quoi? La France-Afrique, ce n'est pas pour les mineurs. Ce n'est pas pour les mineurs. Vous avez évoqué un nom, Edem Kodjo, vous savez qu'il est mort et une messe a été célébrée en sa mémoire hier du côté de Paris. Edem Kodjo, vous l'avez connu? Oui, je n'ai pas pratiqué la personne, mais lorsque nous étions en pleine lutte au niveau de la coalition,
quoi qu'on dise sur la personne, qu'on l'aime pas, j'ai eu à faire une expérience autour de sa personne, parce que malgré qu'il était dans la discrétion, un jour il a canalisé, il nous a balisé la voie pour que nous puissions rencontrer certaines responsabilités d'une certaine solidité au niveau du Ghana, au niveau de Accra. Et une délégation de la coalition a fait le déplacement dont je faisais partie pour aller rencontrer. Et c'est grâce à Eden Kojo. Je profite de l'occasion pour prier pour sa mémoire, que la terre lui soit légère. Il y en a certains monuments de la lutte qu'on n'arrive pas à reconnaître, qui ont travaillé d'une manière ou d'une autre pour que le changement arrive. Mais ça ne s'est pas fait sentir à telle enseigne que des commentaires passent. Ça va dans tous les sens. Mais moi, personnellement, j'ai constaté que ça a été un engagé caché pour le changement, pour la démocratie au Togo. Je profite de l'occasion pour lui rendre hommage. Ce n'est pas fini. En pleine lutte de la coalition C14, j'ai vu aussi un autre monument de la lutte. Je veux parler de Yaovi Agboibo. Malgré son âge, on était dans le cortège. Il marchait. On marchait de CPP jusqu'à Sainte Maria. Malgré son âge, ça voudrait dire le degré d'engagement de la personne pour le changement démocratique dans notre pays. Aujourd'hui, il n'est plus. Que la terre lui soit légère. Je prie pour le repos de son âme. Je prie pour le repos de toutes ses âmes. Bien, mais merci. Vous avez été ministre. Et voilà des anciens premiers ministres qui sont morts deux, dans un délai assez court. Edem Kodjo en premier, et puis après Maître Yaovi Agboibo. Que dites-vous de ces deux personnalités qui, à une certaine époque, ont marqué l'histoire politique du Togo? Oui, mon aîné vient de prier pour le repos de leur âme. C'est ce que moi aussi je peux faire. Parce que, qu'on le veuille ou pas, ils ont écrit des pages de l'histoire de notre pays. Toutes ces personnalités, une à une, chacune a fait de son mieux. Mais toutes n'ont pas eu le courage de tenir jusqu'à la fin. C'est tout, c'est à ce niveau. Toutes ont bien démarré, mais chutent mal. Voilà, c'est ça le problème, sinon on n'en serait pas ici. Quelles sont les leçons que éventuellement vous pouvez tirer aujourd'hui du combat que ceux-là ont pu mener, ce combat qui finalement est inachevé? Oui, non, rapidement, à faire de leçons à tirer, rapidement. Chacun d'eux a fait de son mieux. Mais malheureusement, ils ont réussi tous à se neutraliser. C'est là où je parle de influence, manipulation de la France-Afrique. Ils se sont tous neutralisés. Sinon, c'est des têtes, des grosses têtes en termes de compétences, de capacités pour mener le peuple au bon port. Mais ils se sont neutralisés parce que manipulés. C'est ce qu'il faut tirer comme leçon. Bien, merci. Même question? Oui, je pense que une mauvaise expérience peut être la base d'une prochaine victoire. Aujourd'hui, nous sommes en train de raisonner en termes de facteurs de réussite. Je dis facteurs de réussite. Et c'est par rapport à ces facteurs d'échec qui ont meublé la lutte du peuple qui nous inspirent aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous sommes partis pour réussir. Que Dieu nous mette sur le bon chemin. Bien, merci. Un autre auditeur. Après Issa, qui était le troisième auditeur, le quatrième. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Georges. Ok, vous êtes en direct, allez-y. Oui, j'ai une question pour l'Occitane. Là, il était en fait en la différence entre lui et son emploi. Vous avez un poste récepteur à côté de vous? Absolument. Oui, vous avez un poste récepteur et ça siffle dans le directeur. Moi. Avant peu. Oui, allez-y. Ok. Oui, j'étais là que votre question sur la différence entre lui et son neveu.
J'aimerais lui rappeler que c'est lui-même qui a mis cette affaire-là sur les réseaux. Hein. Vous savez que c'est entre eux, c'est famille. Moi, c'est du nom. On dit le linge sale, ça c'est quand même en famille. Donc, il devait laver ça en famille au lieu de mettre ça sur les réseaux sociaux. Pourquoi ça s'est passé de cette manière? Et ici, là, c'est un homme porté par une partie du peuple togolais. Hein. Et donc, les questions lui concernant là, ça nous engage aussi. C'est ma carrière de réponse. Bien, merci Jacques, merci pour la question. C'est vrai que c'était une question que nous avions abordée, et les difficultés ou la mésentente entre Tipi Akadam et vous-même. Il y avait cet audio-là que beaucoup de gens avaient partagé, qui a été fait, je crois, en langue locale. Vous reconnaissez quand même que c'était vous qu'on écoutait. Je pense que ce n'est pas... Le métier que vous faites est un noble métier qui a ses lignes en termes de déontologie. L'information, avant qu'elle ne soit, elle doit être collectée, elle doit être traitée avant d'être publiée. Mais aujourd'hui, c'est déjà fait, on veut poser... Nous sommes déjà en aval, c'est déjà publié. Maintenant, l'on revient maintenant en amont pour demander est-ce que c'est... Mais ça, c'est quoi ça? Non, mais en fait, ça veut dire que... Je dis, hein, on ne peut pas inverser. Et dans notre pays, tout va à l'envers. Oui. C'est la raison pour laquelle nous avons des problèmes à avancer. Entre chariot et les bœufs, il y a un dispositif, il y a une disposition. Ouais. Si c'est inversé, ça ne fonctionne et ça ne fonctionnera jamais. Ça dit qu'on ne doit pas poser cette question. Mais aujourd'hui, nous sommes là. C'est déjà publié, c'est déjà traité. Et on veut savoir est-ce que c'est crédible. L'information là, elle est de la source. Est-ce que la source est fiable? Mais c'est trop tard. On ne peut pas faire le médecin. Je dis, hein, on ne peut pas faire le médecin après la mort. Non, ce que je veux comprendre. Toute discussion privée est secrète. Oui, je dis, hein, toute discussion privée est secrète par rapport à la loi. Et lorsque une information qui a été enregistrée de façon illicite et qui a été publiée sans autorisation, on ne peut pas appeler cela l'information. Ça là, ça ne s'appelle pas information à être publiée. Ça c'est un colportage. Ça, c'est un colportage et c'est passible. Non, concrètement, ce que vous voulez dire. Donc, c'est pour vous dire que, oui, que c'est moi, que ce n'est pas moi. C'est déjà trop... La balle est déjà partie. Il y a déjà victime là. La balle est déjà partie. Ça a déjà atteint là où ça devrait atteindre. Et maintenant, on vient demander... Non, mais en fait, ce que je veux savoir, la question de Jacques, c'est que les Togolais n'ont pas besoin de poser des questions autour de ces audios-là. En fait, c'est votre ligne. Aujourd'hui, je suis en train de signer ma communication ici devant vous. Si j'ai une information à passer, je sais là où je dois passer pour le faire. Vrai ou faux? Non, je comprends. Oui, maintenant, que je suis en train de dormir et que mon ronflement soit enregistré et que ça soit publié et que vous voulez savoir est-ce que c'est de toi ou c'est de ça, alors que notre pays là est dans une situation catastrophique. On veut sauver le pays. J'ai une fois dit que nous devrons agir en tant que des sapeurs-pompiers pour notre pays. Oui, monsieur Ourodi. Et maintenant, vous venez... Non, mais en fait, quel est ce chasseur-là? Quel est ce chasseur-là qui débauche un animal de taille? Une antilope par exemple, un buffle par exemple, et que dans la course, dans cette pourchasse-là, il entend le sifflement, le chant de cigale, et qui veut prêter attention. Quel est ce chasseur-là? Ce qu'on veut comprendre, en fait. Oui, je crois qu'il faudrait qu'on avance. Oui, sur des questions sérieuses. C'est que sur la question de Jacques, par exemple, vous voulez qu'on passe à autre chose? Oui. C'est ça. Les audios là, c'est du passé. C'est du passé. Ok. Ce qui arrive là, quand j'ai été exclu de l'UFC, toutes les questions,
Comment est-ce que c'est ça qui est important? Est-ce que vous trouvez quand même légitime que les Togolais posent des questions ou pas? Non, ben oui, c'est normal de poser des questions. Mais sur ce qui n'intéresse pas. Mais comment est-ce que vous dites que ça n'intéresse pas Puisque ça n'a rien à voir avec la porte de sortie du peuple. Ça n'a rien à voir. Ok, bien merci. Nous allons, après la question de Jacques qui a suscité ce petit débat là, et nous allons avoir notre auditeur. Allô, bonjour. Allô. Bonjour. Oui. Bien, Oui, vous êtes en direct, allez-y. Salut les invités. Voilà, tous ces invités ont servi certains partis politiques avant. Bon, pour moi, ce que moi je veux demander, est-ce que les partis politiques vont faire les luttes personnelles, c'est-à-dire le Togolais qui doit faire ça, le Béninois comme le Burkinabé, ou bien toutes les oppositions africaines doivent s'unir pour développer la politique pour lutter contre la violation des grandes puissances en Afrique. Bon, c'est ma question. Bien. Oui, merci beaucoup. Il a déjà, cette question, c'est ce qu'on appelle question armée. C'est-à-dire une question à laquelle il a déjà une part de réponse lui-même. Donc, il a déjà donné la proposition de réponse. C'est évident de laisser les conflits partisans, les conflits interpersonnels, et que ceux qui sont réellement engagés contre les prédateurs, contre la domination, la gouvernance mondiale chaotique contre nos peuples africains, que ceux-là se mettent ensemble et pour pouvoir faire dérouter l'ennemi commun, c'est tout. Il a déjà donné la réponse. C'est ça le résumé. Bien, merci. Il y a toujours des questions à Urodi Patatipi, des questions qui font référence toujours à votre passé. Et pourquoi est-ce que vous avez quitté finalement le PNP? Même si certains ont les réponses, il y a cet auditeur qui veut savoir. Merci beaucoup, l'auditeur. Je pense que l'auditeur a eu l'occasion de voir ma lettre d'exclusion qui a circulé sur les réseaux sociaux. Et lorsqu'il vient maintenant pour dire pourquoi M. Uro a quitté le parti, là, je pense que c'est mal posé. M. Uro Dipa Katipi a été purement et simplement exclu du parti. Bien, merci. Nous allons au téléphone. Allô? Oui, allô, bonjour. Allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes en direct, votre nom et puis la question. C'est ça, oui. Je voudrais tout d'abord encourager, saluer... Votre nom, s'il vous plaît. Votre nom. Pardon? Votre nom et puis la question. Mon nom, c'est Uro. Ok. Bon, nous trouvons, comme je le disais, tout d'abord, j'encourage les deux invités et je les salue pour leur disponibilité. Nous devons salutaire cette union des forces que j'allais dire non négligeables dans la politique togolaise. Dima Ouré, un ancien membre de l'UFC et qui est aussi ministre. Monsieur Rodipa, un des généraux de l'état-major du PNP. Donc, deux personnes expérimentées en politique togolaise. Bon, maintenant, je voudrais en venir à la question. Je voudrais savoir si c'est une coalition que ces deux leaders sont en train de créer et dans laquelle ils font appel à d'autres leaders politiques ou bien c'est juste un ensemble pour appeler aux autres politiciens dans une idéologie de transition. Bien, merci Ouro pour votre intervention. Ouro Dipa, votre homonyme vient de parler. Oui, oui. Je remercie l'homonyme parce que il vient de nous encourager et c'est avec beaucoup de respect que je lui fais aussi mon coucou. Est-ce que c'est une coalition? Est-ce que c'est un ensemble? Même nous disons c'est creuset national pour la transition. Quelqu'un d'autre peut l'interpréter à sa manière, mais nous disons creuset national pour la transition. La différence ici, c'est que les meneurs doivent être sans appartenance au réseau mafieux. C'est ce que nous ajoutons. Des acteurs qui sont qui ne sont pas sous influence étrangère. Des acteurs qui ne sont pas manipulés
et des acteurs qui vont se mettre aux côtés du peuple jusqu'à la fin. Allô? Oui, allô, bonjour. Alors, bonjour. Oui, vous êtes en direct. Oui, allez-y. Bonjour à notre invité. Bonjour, Dominique. Bonjour à vous. Je vais Bonjour. poser une question. Ma première question. Si, au moment que le ministre Naoré, il était ministre de communication, si on a dit que on est à l'écoute de tous les Togolais, qu'on a acheté une machine qui coûte des milliards que les pays occidentaux n'arrivent même pas à payer, et nous, on a payé pour nous écouter, nous les citoyens. Vous allez donner l'ordre. Ce n'est pas que seul journaliste togolais qui a prononcé ça, c'est un journaliste français, la presse française qui a fait sortir. Vous allez donner l'ordre à votre ambassadeur de porter plainte contre ce journaliste à l'extérieur bien quoi. La fois passée, nous avons su qu'on a porté plainte contre notre journaliste. Au Togo, on a sanctionné pour 3 mois et 6 mois. Et si vous êtes un ministre, vous avouez aussi vous allez boiter ce pas-là pour sauver votre pays, ou bien quoi vous allez se faire. Ma deuxième question. Tout le monde veut l'alternance, tout le monde veut l'alternance. Au moment des élections, vous avez dit qu'il n'y aura pas l'alternance au cours des élections. C'est pour moi que j'ai entendu qu'il n'y aura pas l'alternance au moment des élections. Mais ce que vous avez en train de dire, qu'il faut que le gouvernement de transition, que le gouvernement de transition vienne, le gouvernement de transition ne peut pas venir comme ça. Il y aura quelque chose de fou et le gouvernement de transition sera. Donc, vous avez failli quelque chose, vous allez soutenir quelqu'un comme candidat, et il a gagné, et vous allez soutenir, et tout le monde va savoir que celui qui a gagné, et il y aura du gouvernement de transition, mais il n'y a pas ça. Bien, mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, on a noté votre question, elle est longue. Rapidement, le problème de notre pays n'est pas d'ordre électoral. C'est ce que nous disons. Le problème avant d'être électoral, c'est un problème politique d'envergure. Et il faut cerner le problème dans tout son ensemble. C'est ce que nous disons. On ne peut pas continuer à accepter des parodies d'élections pour espérer faire changer les choses. Et nous disons au niveau du Creuset, on ne parle pas d'alternance. On ne parle pas d'alternance dans une dictature. C'est ce que nous devons comprendre dans une dictature. On ne parle pas d'alternance. Vous alternez quoi? Alternance, c'est les régimes qui s'alternent au niveau d'une démocratie. Ici, on est dans une dictature pérenne. Et vous parlez d'alternance. Ce n'est pas possible. Et nous l'avons bien démontré à chaque instant que même si par hasard, il devait avoir changement de personnalité, c'est-à-dire que le Nofo Nyasingbe ne soit plus là-bas et que ce soit un autre qui prend la place, ça n'apportera aucune solution sans avoir déraciné l'arbre, sans avoir mettre fin à la France-Afrique, au Togo. On ne pourra pas construire notre pays. C'est ça le plus important. Bien, merci. La deuxième partie de la question, c'est concernant le Pegasus. Il y a cette question de révélation des journaux français et anglais concernant l'espionnage de certains acteurs publics au Togo. Est-ce que vous avez senti à un moment donné que peut-être votre téléphone soit mis sur écoute? Les Togolais sont toujours écoutés. L'histoire de Pegasus ou bien Pegasus, ce n'est pas une histoire nouvelle. Des rumeurs, on dirait que c'est Ouro aussi qui parle. Des rumeurs avaient coulé il y a longtemps, parlant de tables d'écoute qui auraient coûté à 900, même pas 200 milliards, mais à 900 milliards. Vous n'avez pas eu écho? Vous n'avez pas eu vent? On dirait aussi que c'est Ouro. Vous allez dire que c'est Ouro qui parle. Une table d'écoute, ce n'est pas aujourd'hui. Il y a de cela des lustres. Qu'on parle d'une table, une seule table qui aurait coûté à nous, à tous les contribuables togolais, à hauteur d'une bagatelle de 900 milliards de nos francs. Comment comprenez-vous quand même Comment peut-on comprendre cela? C'est la raison pour laquelle nous nous battons. J'ai dit, nous battons, ce n'est pas pour rien. Et les preneurs d'otages, et les otages eux-mêmes, nous sommes tous des otages. Le combat que nous menons, ce n'est pas seulement libérer le peuple seul, c'est nous libérer ensemble. Il y a un proverbe Aoussa qui dit,
il faut épargner et la peau du mouton et la viande. C'est-à-dire, lorsqu'on égorge, on tue un mouton ou bien un bœuf, et qu'on veut enlever la peau. Si on ne fait pas attention, on peut faire en sorte que la viande, maximum de viande reste sur la peau, ce qui n'est pas bon. Et lorsqu'on ne fait pas aussi attention, on peut même trouer la peau. C'est-à-dire, on prend trop jusqu'à même la peau va même vers la viande. Et entre les deux, il y a l'équilibre. C'est-à-dire sauver à la fois la viande et la peau. Bien, merci, on a compris. Donc aujourd'hui, dans notre pays, là, la lutte que nous menons, c'est pour épargner à la fois la peau et la viande. Si quelqu'un n'a pas compris, il n'a qu'à m'appeler, j'expliquerai. Il y a une question de Daniel Badabon Zoubé. La question est adressée à Ourodipa. C'est vous qui avez donné 15 sur 20 à la feuille de route de la CEDEAO. Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette feuille de route? La feuille de route de la CEDEAO a été piétinée par la CEDEAO elle-même. Il fallait donner l'occasion au peuple togolais, à l'opinion nationale et internationale de constater, de faire le constat. Parce qu'on n'arrête jamais le voleur sans qu'il y ait la main dans le sac. De donner l'occasion aux Togolais de se rendre compte de la mauvaise foi de la CEDEAO. C'est grâce à ce qui s'est passé ici, à 15 sur 20 que nous avons donné pour pouvoir faire en sorte que nous allions jusqu'au bout et aller voir, exposer le visage réel de la CEDEAO au reste du monde, que la dernière fois, le Mali s'est bien comporté dans ses revendications. Ce que les Maliens ont fait a quelque chose de l'expérience que les Togolais ont vécue lors du dialogue avec la CEDEAO. Donc, n'eût été cela, le dialogue n'allait pas aboutir. Il fallait faire en sorte que nous allions jusqu'au bout. Et ça a été fait. Tout le monde a fait le constat de la mauvaise foi de la CEDEAO. C'est une chose. C'est une grande chose. La question de la CEDEAO, elle est posée aujourd'hui puisque les mandats présidentiels ont des difficultés, notamment en Côte d'Ivoire, notamment en Guinée. Et tout le monde se demande si la CEDEAO ne va pas finir par s'éclater. Parce que c'est vrai qu'il y a un protocole additionnel, on fait la promotion de la démocratie, on a même parlé de la limitation des mandats présidentiels à 2. Le Togo était le mauvais élève, c'est ce que tout le monde disait. Après, la Gambie, aujourd'hui, avec ce qui se passe en Côte d'Ivoire et ce qui se passe en Guinée, est-ce qu'on n'est pas revenu à la case départ? Oui, nous sommes obligés de répéter les mêmes réponses. La cause de ce qui se passe ici et là est la même. C'est la France-Afrique. C'est elle qui tient les élites dans ces différents pays. Autrement dit, ce ne sont pas les Guinéens qui choisissent qui va les diriger. Qui va diriger le pays, ce n'est pas les Guinéens. Qui va diriger la Côte d'Ivoire, ce n'est pas les Ivoiriens. Vous savez comment Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir. Et la France-Afrique n'a pas encore trouvé de remplaçant pour continuer à préserver les intérêts de pillage, de prédateurs qu'ils sont. Mais tant que la France-Afrique n'a pas trouvé de remplaçant approprié, il faut continuer à faire maintenir. Et c'est pareil pour le cas de Gnassingbé au Togo. C'est pareil pour la Guinée. Au Sénégal, pourquoi il n'y a pas eu de coup d'État jusqu'à ce jour? Parce que la France-Afrique, là-bas, est assurée tout bonnement de placer qui il veut sans couac. Et les intérêts de la France-Afrique sont sauvegardés. Il n'y a pas eu de président sénégalais de Senghor jusqu'à ce jour qui soit un président panafricaniste hors des réseaux. C'est pour ça que ça se passe tout bonnement au Sénégal. Mais quand la France-Afrique constate que dans tel pays, si la volonté populaire se manifeste et l'autre va perdre son élite au pouvoir, la France-Afrique met tout en branle pour maintenir le statu quo. Il nous reste encore une minute. Ma dernière question, elle va être la question de conclusion. Le Togo était une curiosité pour un certain nombre de pays. Aujourd'hui, cette curiosité en passe de devenir quand même curieusement un modèle
pour beaucoup de pays en Afrique de l'Ouest. Et au Togo, on a parlé de 4e mandat. Et certains ont parlé de premier mandat. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on parle de 3e mandat. D'autres parlent de premier mandat. La même chose en Guinée. Et quel est votre regard? Et ça va être la conclusion. Et quel est votre regard sur tout ce qui se passe là? Et toujours des difficultés à se débarrasser de la France-Afrique? Comme c'est un temps vers la fin, il va falloir être précis. Maintenant, mon message ne s'adresse pas ni à vous, ni aux éditeurs ou aux éditrices, mais c'est au régime lui-même, le régime en place. Tantôt, je disais que nous sommes pris dans un même bateau. Là où nous sommes dans un même bateau. On dit dans un naufrage collectif, le sauvetage ne peut pas être individuel. Aujourd'hui, nous parlons du Togo. Il n'y a pas du tout le Togo de Ouro et le Togo de M. Peter. Je m'appelle Atiobé. Atiobé. Donc, c'est le Togo de nous tous. Si le Togo est sauvé, il est sauvé pour nous tous. S'il sombre, il va sombrer pour nous tous. Raison pour laquelle nous parlons de France-Afrique. Le jour où l'Afrique va tomber dans la boue, va disparaître de la carte, c'est la France seulement qui va applaudir. Il n'y aura plus cette Afrique-là pour qu'on en parle de France-Afrique. Ça va seulement être la France qui va occuper toute l'Afrique. Bien, merci. Est-ce que cette conclusion ne vaut pas pour vous également, puisque l'heure est... Oui, non, nous vous remercions pour l'opportunité, une fois encore renouvelée. Merci beaucoup d'être venu. Je rappelle que nous avons eu 2 invités, ce sont les promoteurs du Creuset national pour la transition CNT, Dimon Auré et Ouro Dikpachatibi. L'émission, elle s'achève, elle va être rediffusée tout à l'heure à partir de 19h. Merci à Vincent Lasbogakou pour la mise en onde technique. Moi, je suis Pierrot Atiobé. Très bon dimanche à tous. Au revoir.